Freezing cold in ancient Tuesday. You the cold maze, say one, freezing cold in ancient Tuesday. All right. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films, non. Un homme, on dit pas il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il pétille. jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien là? Ah mais pour moi la première, toi la deuxième. Moi je fais oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais oh bon, c'est fini, y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichon. Je suis Julien Guimont et je suis comme toujours accompagné des Samy et Scooby-Doo de la mémoire cinématographique, les Stone et Chardenne de la bobine, oui j'essaie de changer à chaque fois. J'ai nommé Marcel Artafia et Lou Bobin, bonjour. Salut. Bonjour. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Julien Magalaes. Bonjour. Bonjour, vous êtes consultant en histoire de la mode, rédacteur au magazine Harper's Bazaar et auteur récemment de Eratum, je sais pas comment on dit. Oh, les deux. Voilà, bon, Eratum on va dire, pour en découdre avec les anachronismes à l'écran, publié en 2022 chez Aubec. Webec, ah bah dis donc, c'est pas gagné aujourd'hui. Excellent ouvrage qui débusque les erreurs vestimentaires dans le cinéma. Alors bonjour Julien, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour évoquer une bobine qui est l'une des plus grandes costume designers de l'histoire du cinéma. Alors découvrons sans plus tarder son nom grâce au portrait de Marcel. Elle est la femme la plus oscarisée de l'histoire. Et pourtant, elle n'a jamais roulé de pelle à l'écran. Avec sa silhouette de souris à lunettes, elle paie pas de mine. Et pourtant, elle en a sous la bobine. Car figurez-vous que la madame n'est pas pour rien dans le glamour hollywoodien. Costumière par hasard, elle fait un carton en rhabillant la bombasse Clara Bow. Et de fil en aiguille, elle va mettre la pâtée à tous les costumiers pourvus de gamètes mâles. Bouillonnant d'idées sous son éternelle frange, cette bobine au look pointu, c'est Edith Head. Alors comme l'a évoqué Marcel dans son portrait, Edith Head est à ce jour la femme qui a reçu le plus grand nombre d'Oscars. Quand même, c'est incroyable. Elle est la costumière du cinéma la plus célèbre, ayant même eu sa version animée dans Les Indestructibles de Brad Bird sous le nom de Edna Mode. Alors première question pour toi Julien, qu'est-ce que t'évoques Edith Head ? Une femme à lunettes avant tout. Donc une femme à caquette. Oh, voilà, c'est parti. Ça commence bien. En fait, elle m'évoque... moi, j'ai connu ses costumes bien avant de connaître son nom. En France, je pense que c'est une référence de spécialiste. Nos costumières, ils sont pas très très connus du grand public, donc c'est pas... moi, quand je suis arrivé, quand j'ai découvert le cinéma, c'est pas aux costumières que je m'intéressais vraiment. Mais avec les looks de Audrey Hepburn, Eddie Lamar, Natalie Wood, Mae West, Shirley MacLaine, toutes les femmes qu'elle a habillées, j'ai connu son travail longtemps avant de connaître son nom. Je pense que... Oui, ça fait quelques années que je l'identifie, que j'identifie son image. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'elle est très reconnaissable. Si elle est facilement caricaturable, c'est qu'elle est très reconnaissable. Elle a réfléchi, moi, je pense, à son image comme Karl Lagerfeld avait réfléchi à la sienne. C'est-à-dire, en 2 traits de crayon, on peut l'identifier, la dessiner. Oui, parce qu'on peut peut-être la décrire physiquement, Edith Head. Petites lunettes rondes, cheveux très courts, alors chignon, tailleur, avec une frange, un look un peu, on va dire, boring, sévère. Un peu strict, un peu pincé. Un peu paraît sévère, je pense, aujourd'hui, mais dans les années 50, ça devait être quelque chose de novateur, enfin de moderne en tout cas. Je pense assez avant-gardiste certainement, mais peut-être pas sexy comme Marlène Dietrich qui s'est habillée de manière avant-gardiste, mais comme on dit, oomph en anglais. Non, parce qu'il fallait quand même avoir une certaine respectabilité. C'était quand même une femme dans un milieu qui était encore très masculin, donc il fallait aussi être sobre.
Je pense que c'est aussi pour ça. Alors revenons un petit peu sur ses origines, on va commencer par ça. Edith Head est née Edith Posner, elle voit le jour en 1897 à San Bernardino en Californie. D'une famille d'Europe de l'Est, je crois. Exactement. Et elle se destine très vite aux études, alors pas de mode bizarrement, mais aux études de langue. Ah oui, puisqu'elle elle passe un diplôme, elle enseigne plutôt le français, l'espagnol, mais elle est quand même passionnée d'art et donc elle s'inscrit dans une école d'art pour apprendre le dessin et puis elle n'est pas forcément très très douée. Mais elle persévère et elle se marie avec un vendeur de porte-à-porte qui sera malheureusement très vite plutôt porté sur la boisson que sur le côté VRP. Mais peut-être que Marcel, tu vas nous raconter aussi la suite, parce qu'on est dans une période, même s'il est porté sur la boisson, une période de prohibition. On est absolument en pleine prohibition. Et ça se voit d'ailleurs à l'écran, puisque les stars, ce sont les flappeurs, ces teufeuses stylées qui se vautrent dans le champagne et dans ce Charleston. Alors, en bonne fille des Roaring Twenties, les Roaring Twenties. Quel accent. Les années folles rutilantes années 20. Les rutilantes années 20. Edith Head adopte une coiffure à la garçonne, comme les actrices qui étaient très connues à l'époque, Colleen Moore, et plus connue, Louise Brooks, évidemment. On voit dans Loulou de Pabst, le superbe et culte film de cette période-là. Alors Julien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette décennie va bouleverser la mode, en quoi c'est une décennie importante ? Alors moi j'aime bien toujours situer un petit peu parce que s'habiller de façon innovante dans les années 30, ça concerne pas toutes les femmes, ça concerne pas les femmes des classes populaires par exemple. On parle surtout d'une frange privilégiée de la société occidentale. Faut rappeler que c'est une époque très contrastée. Il y a la crise de 29 qui est arrivée, qui va creuser beaucoup d'inégalités économiques qui sont déjà existantes, mais qui va mettre un sacré coup à l'économie. Donc je dirais que globalement, on s'habille comme on peut dans les années 30, mais pour une frange de la population qui est aisée ou cultivée, qui est dans les grandes villes, etc., ce qui nous reste aussi comme imagerie, c'est-à-dire la mode et Hollywood, donc qui, encore une fois, représente l'élite qui peut se faire représenter. Pour ces personnes-là, ce qui nous reste, parce que c'est aussi les débuts de l'imagerie de mode, avec Man Ray, tout ça, on est sur des silhouettes qui... en fait, on aime bouger, on aime faire du sport. C'est aussi un marqueur d'aisance sociale, les congés payés, tout ça... c'est un espèce de magma de loisirs extérieurs, en gros, qui va influer sur la mode et il faut montrer qu'on est dynamique. Donc, ça va passer par des matières qui sont plus légères, qui bougent davantage que dans les années 20 et surtout des coupes en 3 dimensions. Il y a le costume tailleur qui arrive, qui influe un peu du vestiaire masculin au vestiaire féminin. En gros, il faut avoir l'air moderne et sportif. Donc, on va porter des tissus éponges, des tweeds assez résistants pour marcher. Il va y avoir toute une mode du costume sportif. Alors, parfois, le costume sportif pour la femme, ça veut dire s'habiller en coton pour boire du champagne en regardant son mari jouer au tennis. Mais en tout cas, on évoque le sport à l'extérieur. Et ça influe dans la vie quotidienne. Et je dirais... pardon d'être si long, mais je dirais que dans le cinéma, on a des silhouettes très dramatiques. Ça va être les longues robes en satin de Jean Harlow, des fourrures, des grands imprimés. C'est une période d'expression assez forte. Avec ce qu'on appelle la coupe dans le biais. Avec la coupe biais qui va aussi avec cette envie-là de mouvement. Le biais va faire bouger le tissu au moindre mouvement. Il faut être dynamique. Et rendre très sexy aussi. Je veux dire, c'est des coupes qui sont très serrées, qui sont très difficiles d'ailleurs techniquement, que par exemple Jeanne Lanvin maîtrisait parfaitement. C'est vrai que la couture parisienne a beaucoup mis en avant la coupe dans le biais, qui était vraiment une spécificité. Pardon, moi-même je m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on reconnaît, je trouve, dans les silhouettes des années 30, parce que c'est souvent des petites femmes très menues, avec des robes très près du corps. Après, il y a une bascule aussi qui est, en tout cas pour les États-Unis, le précode, vu que passé 34, les robes vont considérablement se rallonger. Ouais. Pour revenir à Edith Head, son mari Charlie Head continue un petit peu à se graisser le toboggan, comme dirait Marcel, plutôt que de travailler. Et Edith doit subvenir aux besoins du couple. Alors, elle va tomber sur une annonce qui cherche une sketch artiste pour la future Paramount, qui s'appelle encore à l'époque la Famous Players Lasky Corporation. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas vraiment d'expérience dans le costume et puis elle n'est pas très bonne en dessin. Et donc, du coup, elle va piquer les dessins d'une camarade de classe en se disant, bon, tant pis, j'y vais au flanc. Et comme on sait dans ce métier, si on vous demande est-ce que vous montez à cheval, il faut répondre oui. Même si c'est faux. Donc du coup, elle se retrouve engagée par le chef du département de costumes, Howard Greer, et qui se dit au moins, si elle est nulle, c'est pas grave, j'ai embauché quelqu'un, ça me fera pas de l'ombre, quoi. Oui, erreur grave. Oui, j'ai vu une annonce d'emploi qui cherchait un dessinateur de croquis. Et vous savez, quand on est jeune, on n'a pas le même sens de l'honnêteté.
J'étudiais alors dans une école d'art, et quand vous postulez pour ce type de job, vous devez amener un portfolio. Je suis donc allée voir les élèves de ma classe et j'ai rassemblé leurs plus beaux dessins. Quand j'ai montré ces dessins à l'entretien, l'homme m'a dit « Je n'ai jamais vu autant de talent dans un seul portfolio ». Et j'ai eu le poste. Le lendemain, j'ai fait des dessins pas terribles et j'étais sûre que j'allais me faire virer. Mais c'était un patron charmant, avec un grand sens de l'humour, et je suis restée. Et donc, elle va commencer à travailler pour des films qui sont à l'époque muets. Et sa première heure de gloire, c'est en dessinant la robe de Clara Bow dans le film Wings, dont je recommande un plan absolument génial, qui est un travelling avant magnifique. Un travelling avant sublime, qui passe entre des gens dans un café et qui dure assez longtemps d'ailleurs. Il fait à peu près, je crois, 25-30 secondes. On passe à travers les tables et les gens trinquent, boivent du champagne et les tables s'écartent pour arriver sur le héros de l'action. Enfin, sublime. Qui est souvent partagé sur Instagram, par exemple. Donc ce film Wings de William Wellman, réalisateur de L'ennemi public et puis d'Une étoile aînée aussi. Mais c'est en 1933, dans une industrie post-dépression, qu'Edith va se faire un nom en habillant la rutilante Mae West, on l'a dit tout à l'heure, pour le film She Done Him Wrong de Lowell Sherman, avec une robe moulante, parce que c'est pas la même taille. Je pense que Clara Bow est effectivement Mae West. C'est la même hauteur peut-être, oui. Quoique Mae West est peut-être un peu petite, parce qu'elle était vraiment très petite. Mae West très petite, plutôt plus ronde. Oui, il faut voir les photos des chaussures que portait Mae West, parce que comme incroyable. tu On le dirait disais, des shopping du XVIe siècle. Non, mais ah oui, surtout celle de Louis XIV un peu. Celle les petites talons. Des Médicis. Ah oui, d'accord. C'est assez compensé immense comme ça. D'accord, ok. Et cette robe a ce site particulier qu'elle cache la craquette avec un cœur peut-être en velours. La craquette, c'est le... Oh, la tocha, ça va. Pour une fois qu'il y a du vocabulaire, merde. Des fois, c'est tellement imagé. Je dis la craquette, mais je pense à autre chose, évidemment. D'accord. Donc avec une petite pièce de tissu, c'est ça Avec un petit cœur en tissu, alors qui est mignon. du plus bel effet. Et ça, c'est signé Edith Head, qui est plus grivoise finalement qu'elle n'en a l'air. Voilà. Là, on est dans les années 30. Mais c'est vrai que chaque époque a son marqueur, a sa silhouette un peu reconnaissable, identifiable, comme dans les années 40 où on va voir cette stature un peu militaire avec des épaules marquées. Je parle pour les femmes, évidemment, une taille étranglée, mais peut-être une silhouette assez masculine. Et le côté sablier des années 50 avec une taille étranglée, des épaules tombantes et des grands jupons. Et par exemple, après... c'est 60, 70, etc. À chaque époque, sont... Le cinéma des années 30, puisqu'on parle de ça, là, c'est une industrie qui est créatrice d'images très fortes. C'est le début du gros plan, et c'est aussi le début de l'industrie cosmétique forte. Pourquoi ? Parce qu'on voit des visages de très très près et que la bouche, les yeux qui sont maquillés pour qu'on puisse bien les voir et suivre les mouvements deviennent des éléments très importants. La silhouette, elle est marquante aussi dans ce sens-là et elle influe sur la mode beaucoup plus qu'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, le cinéma, il n'est pas tellement créateur d'images, c'est beaucoup plus les réseaux, l'industrie musicale dans les années 90-2000 par exemple. Enfin, bon bref, à cette époque-là, les stars de cinéma ce sont des bêtes sacrées. Années 30, 40, Eddie Lamar, tout ça sont des créatures absolument intouchables et leur look, leur élégance influent dans le monde totalement. C'est ce que tu disais, elles sont vecteurs de mode. Quand on voit par exemple la frange mythique de Veronica Lake qui avait les cheveux très longs avec un cran qui tombait sur l'œil, il y a des images que vous pouvez trouver sur YouTube qui sont assez amusantes où dans les cinémas ont été diffusés des messages de prévention où c'est Veronica Lake qui dit « Mesdames, quand vous êtes à l'usine en train de fabriquer des bombes, attachez-vous les cheveux ». Et donc pour être sûre qu'elle le fasse réellement, elle devient égérie d'une espèce de Charlotte à se mettre sur la tête et elle change de coupe de cheveux à l'écran pour se faire un chignon rehaussé avec des petites bouclettes parce qu'effectivement il y avait des accidents, des femmes qui se faisaient l'écran alors qu'elles étaient à l'usine et qui avaient les cheveux et la tête emportés dans les machines. On voit d'ailleurs dans les cartoons qu'il y a souvent ces parodies de grandes stars qui sont Marlène Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford, Katharine Hepburn, les sourcils qui ont toutes très marqués, exactement, et qui ont toutes des looks assez différents, souvent sophistiqués. On parle quand même d'une époque qui est l'âge d'or d'Hollywood. Je pense que d'un point de vue des actrices, le plus grand pied qu'on puisse avoir, c'est d'avoir tourné dans les années 30, parce que c'était les plus grands rôles qui est peut-être dans l'histoire du cinéma. Et 1939, par exemple, c'est un festival, quoi. Autant n'emporte le vent. Enfin, je sais pas, il y en a quand même énormément. Bette Davis, etc. Et leurs looks sont très soignés, avec un œil du studio sur
sur la silhouette et la création du personnage. Un plaisir pour les yeux, c'est quand même Woman, les femmes de Georges Cukor, où là, il y a toute une ribambelle de stars, et pour le costume... Oui, mais c'est fou. D'ailleurs, je suis allé voir à la MEP l'expo sur Lisa Font sa griffe peine, donc qui était une mannequin de la fin des années 30 jusqu'au début des années 60, qui est mannequin mais photographe aussi et créatrice de mode. C'est une femme qui a fait énormément de choses et il y a eu un leg des photographies d'elle et à propos d'elle donc à la MEP, et on voit l'évolution en fait de cette imagerie qui est quand même très hiératique. C'est-à-dire que soit on est star de cinéma, soit on a une déesse, soit on n'existe pas. Il n'y a vraiment pas d'entre les deux. C'est pour ça l'importance de femmes comme Edith Head ou Max Factor, enfin des gens qui créent Max Factor qui était un maquilleur pour le cinéma et qui a créé des visages et des coiffures pour les actrices. Et c'est pour ça que c'était des questions si importantes aussi. La géométrie du corps, du visage, c'était des questions économiques énormes en fait. On allait voir le film avec telle personne parce que les images étaient fascinantes. Après... Oui, et puis là où les garçons avaient tous, on les habillait tous de la même façon, il fallait bien que quelqu'un se démarque, c'était dans ces cas-là les comédiennes. Ils venaient avec leurs costumes. Moi, c'est mon grand jeu, en tout cas dans le cinéma français, c'est de repérer quand les mecs ils enlèvent leur veste, il y a toujours les initiales de leur chemise. Ouais. Et moi, ça m'amuse toujours beaucoup de voir les initiales, ou Fred Astaire qui a une garde-robe absolument délirante, et ses costumes, on les retrouve, parce que c'était un vrai dandy comme chacun sait, on retrouve les mêmes costumes dans les films des années 30 et dans les films des années 50. Il a toujours la même chemise. C'est bien, il avait sa ligne tout le temps. Non, mais il avait son truc. Après, ce qui est vrai, il y a beaucoup de costumiers qui ont fait des costumes absolument incroyables, exubérants. Cécile Beaton qui fait les créations pour My Fair Lady. Enfin, c'est délirant, mais là, on parle des années 60. Et là où Edith Head, elle va se démarquer, et peut-être que tu vas nous en dire plus, Julien, c'est que elle va vraiment tisser une relation avec ses comédiennes. Et puis, elle va surtout leur faire des vêtements qui sont quand même beaucoup plus confortables que simplement des objets d'art. Pour les films, il y a des images de films où on voit Jean Harlow en coulisses. Ils lui ont construit une espèce de chaise où elle peut rester debout, où elle a des accoudoirs qui en fait se mettent sous ses aisselles pour qu'elle puisse se poser sur un plan incliné parce qu'elle ne peut pas s'asseoir avec sa robe. Une robe taillée dans le biais, justement. Ouais. Les satins de Jean Harlow, mais en même temps, c'est fascinant. C'est une imagerie qui fonctionne encore aujourd'hui. Ça a 100 ans et c'est une fascination. La blondeur de Jean Harlow et ses robes en satin, ça... Il faut être à la hauteur de ce fantasme-là, malheureusement, après dans la vie. Et souvent, ça marche jamais. Voilà, c'est pour ça aussi ça qu'elle fait, décline. Ça fait le chagrin de Marilyn et tout ça. Mais justement, elle construit avec ses femmes quelque chose de nouveau qui est peut-être une vie pratique qui se voit davantage à l'écran. Elle et d'autres, dont on parlera peut-être après, ont conçu des pantalons, des costumes et des robes aussi très spectaculaires. Ce qu'elle fait pour Shirley MacLaine plus tard dans les années 60. Et puis pour Mae West, on parle d'autre chose, c'est quasiment du drag, Mae West. Elle a des plateformes, du rembourrage, des corsets. Il y a un film que j'adore, c'est Sextet. Qui date des années 70, je crois. Oui, elle a quasiment 80 ans là-dedans. Elle a 80 ans, elle joue une femme de 27 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'elle fait un peu Madame Arthur, transformiste. C'est génial. C'est fascinant. On adore Mae West. On la pose quelque part, elle bouge quasiment pas, elle fait juste... Elle a son déhanché, on comprend. Elle a son chewing-gum, on comprend rien, mais c'est pas grave, elle est quand même... Chewing-gum, le dentier, le maquillage, les fossiles, les perruques et tout, mais c'est fascinant parce que ça fonctionne et c'est le show, voilà, c'est le spectacle. C'est ce que tu dis, il faut être à la hauteur aussi de son mythe finalement, et on est obligé de tenir le truc. Et puis il y a aussi des actrices qui n'étaient pas forcément au top du glamour, qui ont adoré travailler avec Edith Head à tel point qu'elles ont demandé expressément de la voir comme costumière. Alors Betty Davis, c'est vrai que je pense qu'on l'a jamais vue plus canon que dans Yves de Mankiewicz. Oui, incroyable. Oui. Elle est incroyable, d'autorité, de classe, et pourtant des robes, elle en a eu. Notamment dans l'Insoumise de Wyler, où elle a cette fameuse robe rouge qui est censée faire scandale, mais honnêtement, je pense que dans Yves, elle fait beaucoup plus scandale. Plus scandale, et il y a une interview qu'on peut trouver sur YouTube, et il y a Edith Head et Betty Davis qui sont interviewées justement sur cette fameuse robe de All About Eve, où elle dit un peu, Edith Head, il fallait qu'elle ait une power dress, quoi. Un truc un peu imposant. Et là, Betty Davis, elle le dit, je n'ai jamais été aussi bien habillée que là, et je n'ai même pas besoin de parler. C'est-à-dire que la robe, ça fait le personnage, et ça y est, je suis rentrée dans la peau du personnage, et effectivement, quand elle rentre dans la pièce, tout le monde se tait, quoi. C'est ce que j'appelle adapter un costume à une scène.
On a conçu le costume avec Bette Davis. On a fait les essayages et Davis voulait pouvoir se promener dans la pièce, se retourner, prendre un objet, etc. Elle m'a dit « ça va m'aider à faire cette scène ». C'est l'avantage de travailler directement avec l'actrice, sans passer par le réalisateur. Elle est juste venue me voir et m'a demandé « Edith, est-ce que je peux avoir une robe de jeu ?» C'est là où on voit la science, je trouve, de Edith Head, parce qu'elle n'est pas facile à habiller, tellement Bette Davis. Et puis, c'est une petite femme avec plutôt une grosse tête pour sa carrure. Elle a un visage avec des yeux immenses qui, quand c'est bien employé, bien maquillé, c'est spectaculaire. Mais il faut avoir vraiment une science de la géométrie du corps. Et on voit, en fait, ça a l'air facile, c'est fait pour elle. Et c'est évident quand on le voit. Mais justement, c'est parce que c'est très bien fait. Et c'est vrai qu'elle était reconnue pour habiller justement des femmes plutôt normales. Dont une certaine. Barbara Stanwyck. Mais juste avant de parler de Barbara Stanwyck, parce qu'on ne peut pas la retenir à chaque fois sur Barbara. Désolé, Julien. On a chacun nos obsessions et là, c'est Barbara. En tout cas, Edith, juste pour revenir à elle va gravir les échelons au fur et à mesure à la Paramount. Et contrairement à ce que pensait son ancien chef, elle va même le dégager au bout d'un moment, parce qu'ils sont tous alcooliques là-dedans. Ils sont tous les hommes sont alcooliques. Elle n'était pas, elle en tout cas, modérément. Modérément, avec ses lunettes fumées, comme ça se voyait pas. Ses bouteilles dans les Oscars. En tout cas, elle gravit les échelons. Elle arrive à être chef donc, du département costume en 38. Et bon, dans la foulée, elle divorce de son mari, comme ça c'est fait. Et effectivement, c'est sa manière de procéder qui va faire en sorte que elle va être promue. Parce qu'on l'a dit, elle va nouer des relations avec les actrices, elle va leur demander si les costumes leur vont bien, si c'est agréable, chose qu'on n'avait jamais pensé à faire avant. Et donc, effectivement, il y a notamment Barbara Stanwyck qui va devenir presque. Elle va lui demander de faire tous ses costumes et va la débaucher partout. Oui, parce que Barbara Stanwyck est une petite femme très menue, qui a été habillée, comme beaucoup d'autres, par Ori Kelly, un costumier d'origine australienne, qui était tailleur, qui a beaucoup habillé les filles qui ont joué pour la Warner, avec ce style très reconnaissable années 30. Mais finalement, Barbara Stanwyck, elle arrive en 39, c'est une des plus grandes stars d'Hollywood, et au début des années 40, c'est la femme la mieux payée des États-Unis. Ouais. Barbara Stanwyck. Je pensais que c'était Bette Davis qui était la mieux payée. Non, Barbara, la grosse moulade Barbara. et donc, elle arrive à cet âge-là où elle a déjà 35 ans, et où elle va, avec Edith Head, construire le personnage d'une femme extrêmement sexy avec les codes de cette époque-là, parce qu'on a déjà joué des femmes sexy, par exemple dans Babyface, dans un style très années 30, Gold Digger, etc. Mais là, on est totalement dans autre chose. Alors, j'aimerais citer évidemment ce film qui est génial, The Lady Eve, où elle joue deux rôles, c'est-à-dire une femme arnaqueuse, avec une tenue extrêmement sexy, une espèce de petit boléro brodé, avec le ventre qui dépasse, une jupe taille haute fendue jusque-là, où elle allume le pauvre Henri Fonda qui n'emmène pas large. Et à la fois un autre look d'aristocrate un peu anglaise, dans un esprit hispanique très, 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 très élégant. Avec le génie d'actrice qu'elle a, Barbara Stanwyck peut très bien jouer sur les deux registres, mais elle peut aussi le faire grâce à Edith Head, qui crée deux univers différents, mais parfaitement cohérents avec la personnalité de l'actrice. Oui, cette force d'Edith Head, on la retrouvera plus tard avec Hitchcock dans Vertigo, où elle va devoir habiller la même actrice dans deux rôles différents, et c'est là où c'est fort. Ou Audrey Hepburn dans Vacances romaines, qui joue aussi sur deux tableaux. J'aimerais simplement signaler qu'il y a ce film moins connu, dans laquelle Barbara Stanwyck s'est illustrée, qui s'appelle Remember the Night, que je recommande évidemment, c'est mon film chouchou, où elle joue une voleuse qui passe les vacances de Noël chez le juge qui essaie de la condamner, évidemment. Ils vont tomber amoureux, et alors à un moment donné, elle met un peignoir en velours côtelé. Je vous dis, n'essayez pas à la maison d'être sexy avec ce peignoir en velours côtelé, mais il est designé par Edith Head, et là, c'est la femme la plus belle du monde grâce à ce costume. Mais peut-être qu'on pourrait parler aussi un peu de la concurrence de l'époque, parce qu'il y a une concurrence directe avec une costumière qui s'appelait Irène notamment, et je rigole parce qu'en préparant l'émission, j'ai essayé de trouver des informations sur Edith Head, et je suis tombée sur un bouquin d'un type qui, dans les années 70, a interviewé plein d'anciennes actrices, techniciennes d'Hollywood qui étaient soi-disant lesbiennes. Et donc lui, il va avec ses gros sabots pour leur demander alors, elle, c'en était une. Et il va voir Edith Head, il lui dit, et toute l'interview qu'il fait d'Edith Head porte sur cette question unique, mais Irène, c'en était une ou non? Donc j'évoquais rapidement Irène, mais il y a aussi Adriane qui est très très connue à l'époque, sur qui tu peux peut-être nous dire quelques mots. Adriane, c'est celui qui a fait par exemple Les Souliers Rouges de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz.
Mais qui ont été rêves. été retrouvés dernièrement, parce qu'ils avaient été perdus longtemps. Ah bon volés. Ah ouais. Oui. Il habille Greta Garbo, il a beaucoup habillé Greta Garbo aussi. Et puis, c'est lui qui a construit cette image de Katharine Hepburn avec une longue silhouette assez masculine, en tout cas qui emprunte au code masculin de cette époque-là. Les matières, elles sont importantes aussi. Moi, j'aime bien le rappeler, mais les grosses laines, les tweeds, voilà, on parlait du côtelet et tout. En fait, ce sont des messages aussi qui donnent des informations de caractère quand on veut construire une silhouette. C'est ce qu'il fait très très bien avec Katharine Hepburn. De toute façon, lui, il mélangeait les vestiaires. Il avait vraiment une science de la construction du vêtement. Il vient d'une famille de modistes. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de ces costumes qui ont été collectionnés par Alaya. Ah oui, il était dingue. Il en avait 300, je crois. Ouais. Alaya, qui est quand même le maître de la coupe. Donc voilà, ils se reconnaissent entre eux. Et lui, oui, c'est un des concurrents d'Edith, avec un parcours aussi. Bon, lui, pour le coup, alors, il n'était pas lesbienne, mais il était bien du bâtiment quand même de côté, quoi. Il était plus jazz que tango, on va ouais, dire. Il était plus jazz que tango, ouais. Il en était, en tout cas. Et il était marié avec Janet Gaynor, adorable actrice de Une étoile est née, des grands films avec Charles. C'est sympa de la part de Janet quand même, parce que ça augure de soirées qui ne sont pas tellement sous le signe de la sensualité, quoi. Mais ça a fait de belles collaborations. Ce qu'on appelle un mariage lavande. Ah oui, c'est vrai, j'ai appris ça. Ouais. Oui. Okay. Comme notamment Barbara Stanwyck et Robert Taylor. Entre autres. Oui, bon. C'est une autre. Le potin. C'est une autre histoire. Non, mais ce qui est amusant quand même avec, pour en revenir à Edith Head, c'est quand on regarde sa filmographie qui est absolument considérable. Non seulement on se demande comment elle trouvait le temps de faire tout ça, parce que c'est quand même à chaque fois des créations. C'est pas elle qui a dit si c'est un film de la Paramount. C'est forcément moi. C'est ça. Et puis c'est surtout que dans sa filmographie, il y a des films, des chefs-d'œuvre, des trucs incroyables. Et puis elle a quand même fait des costumes pour des nanars, des trucs, les Road to qui étaient Road to Rio, Road to Bali. J'ai un très bon accent anglais, voilà, mais qui sont les films avec Bing Crosby et Bob Hope. Elle fait beaucoup de costumes pour donc Dorothy Lamour qui joue dans ces films-là, mais c'est quand même elle qui va sublimer Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule et qui a créé. Oui, dans ce film de Billy Wilder, elle joue une ancienne gloire donc du muet. Ce qui était le cas de Gloria Swanson. Effectivement, le film, sans vouloir trop divulgacher, mais à la fin, Gloria Swanson descend un escalier comme ça. Et elle approche vers la caméra et elle a une robe de Salomé, je crois. De drama queen total. Ouais. Et c'est magnifique. Enfin, cette robe va avec le personnage qui pète un plomb complètement. Là, c'est superbe. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. On signale aussi sa masterpiece portée par la chérie de Julien. Ma nouvelle chérie, oui, Ginger Rogers, dans Lady in the Dark de Mitchell Leisen, le réalisateur d'ailleurs de Remember the Night. Je tiens à le dire, bah oui. Il y a des liens. Il y a des liens, et c'est en 1944 la robe la plus chère produite par un studio. Jamais conçue, la robe rouge, effectivement très spectaculaire. Oui. Parce qu'elle peut en fait faire les deux, je pense, Edith Head. Elle peut à la fois faire des costumes très très scéniques. C'est vrai que par exemple, par rapport à Adrian, qui avait des coupes avec une carrure très marquée, qui ont fait alors la joie absolue de Katharine Hepburn, mais pas seulement, de Joan Crawford, qui s'est attiré ses services et qui a complètement remodelé son visage, qui était bien connu pourtant des spectateurs, son visage et sa carrure grâce à Adrian. Mais est-ce que, Julien, pour toi, il y a une différence entre... Peut-être que la différence, c'est que Edith Head est devenue arrivée dans la mode par le cinéma, donc c'était une costumière, une costume designer, alors que les autres, c'était peut-être plutôt des créateurs de mode. Oui, je pense qu'il y a une différence dans l'approche du vêtement. Edith Head, ça se voit. Moi, quand je pense à Samson et Dalila avec Eddie Lamar, les costumes d'Eddie Lamar, l'imagerie d'Eddie Lamar, en fait, c'est pas pour rien pour moi que les costumes de Edith Head restent autant dans l'imagerie Kemp aussi. C'est parce que c'est un tel spectacle, c'est fait pour l'écran.
D'ailleurs, il y a beaucoup de ces costumes. Je pense à la robe, la robe dans Samson et Dalila de Eddie Lamar qui porte une espèce de queue de pan d'étoile comme ça. C'est du 2D. Enfin, c'est de la 2D en fait. C'est fait pour être vu par une caméra. La différence avec Adrian, par exemple, qui fait. Enfin, elle n'a pas fait que ça, Edited, mais Adrian, il fait du vêtement tellement beau qu'on peut filmer sous toutes les coutures. Mais oui, elle est vraiment dans le costume de cinéma. Et pour moi, ce sont finalement deux métiers différents. Oui. Ouais, elle avait même ses lunettes noires, elle disait, soi-disant, pour voir à quoi ressembleraient les costumes sur un écran en noir et blanc. Ah oui, bon, génial. elle les a gardés après quand c'était en couleur. C'était un peu bidon, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, dans ses mémoires Ecstasy Enemy de Eddie Lamar, elle signale notamment ce film qu'elle a eu du mal à accepter, Samson et Dalila. C'était un moment de sa carrière où elle ne savait pas trop quoi faire. Bon, c'est pas une actrice d'un talent immense, très, très mais belle. alors la plus belle femme du monde probablement. Et on lui avait dit, bon, écoute, Victor Mature, il va servir un peu de faire valoir, mais par contre, on te promet d'avoir la robe du siècle. Ouais. Et elle a dit, et ils ont tenu parole, cette robe est absolument magnifique, et elle m'a mis parfaitement en valeur. Et ça, les actrices aussi sont reconnaissantes, elles savent le reconnaître. C'est pas pour rien les Oscars, quand même 35 nominations en plus des 8 Oscars. Et oui, parce que quelle belle moisson. Là, on parle de Samson et Dalila, donc effectivement, elle va la catégorie, je crois, des meilleurs costumes est créée en 47, je crois. Non, en 48, voilà, les Oscars, donc le meilleur costume est créé. Et donc, Edited va commencer à faire une moisson d'Oscars. Bon, il faut dire qu'elle avait peut-être pas forcément beaucoup de concurrence. Dans les autres studios, il y a peut-être pas des... Il y avait Travis Banton qui avait beaucoup de talent, mais Cedric Gibbons, effectivement, lui, il était décorateur et costumier. Il y avait peut-être pas de gens aussi spécifiques, aussi techniques et professionnels que Edited, qui a vraiment fait toute sa carrière au cinéma. En plus, elle a commencé au muet, elle a fini dans les années 70. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Et là, en 50, elle va même donc remporter 2 Oscars. 2 Oscars, il faut quand même le faire, pour donc All About Eve de Joseph Mankiewicz et donc Samson et Dalila de Cecily B. 2000 quand même. 2 Oscars la même année, c'est pas mal. C'est solide, ouais. Et ensuite, en 51, elle va remporter un nouvel Oscar pour Une place au soleil de George Stevens avec une nouvelle actrice qui va avoir les honneurs de Edited, donc Elizabeth Taylor. Et pour elle, c'est une révolution parce que ça fut la première robe sans bretelles. Il fallait le faire sur Elizabeth Taylor quand même. Quoique au début de sa Tu veux carrière... dire parce que c'était un petit pot à tabac ? Non, parce que alors c'est une petite femme. Je crois que c'est son... Comment il s'appelle son mari Burt non. Richard Burton. Richard Burton, voilà. Qui disait malheureusement elle a trop de poitrine. Bon, voilà. Mais au début de sa carrière, elle est très très mince jusqu'à. De toute façon, ce sont tous les films qu'elle fait avec. J'ai plus aucun nom avec ce mec superbe là, dans A Place in the Monty Sun. Clift. Voilà, Ouais. Montgomery Clift. Elle est assez facile à habiller, moi je dirais au début. Elle est tellement pas jolie. le plus. Oui, Ouais. et puis tout est misé sur le Il faut visage. dire comme ça, en plus c'était une enfant star, elle était déjà soumise à une discipline de fer. Oui. Et donc du coup, après, quand elle a enfin dit merde à ce système qui est absolument horrible et qui a broyé, comme on le sait, Judy Garland, notamment. Lana Beaucoup de Turner, monde, ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'après, quand on la voit dans Qui a peur de Virginia Woolf, il faut plutôt des vêtements amples maintenant pour... Des djellabas. Des djellabas. Et tant mieux, moi c'est un truc que j'adore. Je trouve qu'elle prend de la place à l'écran, elle prend de la Elle est place dans son géniale. corps. Et puis c'est quand même une femme, on l'oublie souvent parce qu'elle a énormément de force et beaucoup de pudeur. Mais elle a vécu des trucs qui sont absolument horribles dans sa vie. Enfin, tellement de deuil, de douleur. Dans son corps aussi, elle a été oubliée. Enfin, elle a été opérée plusieurs fois. Enfin, c'est quand même. Donc moi, je suis content en fait quand elle est à l'écran et qu'elle prend de la place en fait. Alors c'est quelque chose qui est moins gracile du point de vue d'Hollywood, mais Bon, mais- après, elle a quand même piqué le mari de Debbie Reynolds, et ça, je trouve pas Oh, ça Oui, classe. comment ça ça arrive, va. qui ne l'a pas fait Oui, bon. Et d'ailleurs, Liz Taylor est très connue dans un costume en particulier, celui de Cléopâtre, qui est signé. Edited J'ai- Ah bah, oui. J'étais pas sûr. En Ouais, tout cas, j'ai elle cru était dessus. tellement obsédée par le fait, Edited, d'être en avance sur les tendances, parce qu'elle avait peur que entre le moment où elle crée le costume et le moment où le film allait sortir, d'être en retard. Donc elle était obsédée par ça. Et effectivement, avec Une place au soleil, elle va presque créer une tendance avec cette fameuse robe sans bretelles. Et c'est bien joué, Edith. Hein, c'est bien de lancer des tendances. Mais est-ce qu'il y a des flops dans l'histoire du cinéma ? Des histoires de costumes mal foutus, de gens dont on se souvient parce qu'ils ont été particulièrement mal habillés. Moi notamment. Oui. Souvent, Alors- on me le dit. Ou des anachronismes un peu trop la mauvaise lecture d'une époque. Quels ça sont peut- les plus ouais. gros flops
Alors, des flops, il y en a plein. Malheureusement, c'est pas ce qui manque. Je voudrais rappeler quand même, parce que j'ai beaucoup tapé dessus dans Eratum, mais faire des costumes, c'est très compliqué. Alors déjà, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, ça emploie des personnes qui sont souvent très qualifiées, mais qui doivent composer avec plein d'éléments de temps et aussi des directions de réalisateurs ou réalisatrices qui... S'ils décident que Cléopâtre aura un string, Cléopâtre aura un string et c'est tout. Donc on a beau avoir fait des recherches et avoir créé des costumes merveilleux, on n'a pas le dernier mot. Donc Cléopâtre, d'un point de vue anachronique, ça pourrait être un flop. Parce que ce sont des vêtements des années 50, début 60. D'ailleurs, ils sont en effet bien en avance, en tout cas précurseurs dans la mode. Donc, totalement Las Vegas. Voilà. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps une interview de Mimi Coutelier, qui était la compagne de Jean-Yann et qui a dessiné les 350 costumes de 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Et elle crache sur le Cléopâtre en disant le Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, c'est somptueux, mais c'est juste des années 50, fin des années 50, début 60, c'est horrible. Et des proches, il lui dit, parce que c'est dans le tribunal des Flamandiens, il dit mais oui, mais vous, il y a quand même à votre époque des mecs qui sont pompistes, des centurions qui ont des casquettes de flics. Elle dit oui, mais nous, c'est assumé. Et c'est vrai. C'est-à-dire que soit on détourne, soit on comme fait dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, en fait, où moi, les costumes, je les trouve incroyables parce que ils sont fidèles à la BD. Alors, et quoique, en fait, il y a une recherche historique dessous qui n'est pas traduite littéralement parce qu'on s'en fiche, mais qui produit du bon costume, en fait. Et moi, je trouve que les costumes sont particulièrement ratés quand on oublie les sous-vêtements et surtout quand on emploie les mauvais tissus. Encore une fois, c'est compliqué, ça coûte cher, mais... Par exemple, du nylon pour d'une équipe, une époque médiévale. Des tissus trop légers. Par exemple, c'est compliqué de faire des scènes de cours qui sont convaincantes, mais souvent... Quand tu n'utilises pas du velours assez lourd, des choses comme ça, mais ça fait cheap en fait, parce que tout tenait à la richesse du tissu. On oublie que ça coûtait cher, les teintures, les broderies, les velours, les fourrures, mais c'était ça qui faisait la richesse. Les noirs très profonds de la cour de Bourgogne au XVe siècle. Sublimes. Ouais. Voilà. Mais si on les a pas, c'est un gris et ça, c'est pas bon. Après, et pourtant, à l'écran, on peut tricher. Le cinéma, on triche, non ouais, mais on peut pas tricher. Par exemple, je pense que tu penses à ce film Les Visiteurs du Soir. Alors, ça a été tourné dans des conditions... complexe, assez merdique. 1942, les gens n'avaient pas à manger. Il y a des scènes de festin où il n'y a rien à clapper. et en fait, par exemple, Arletty dit que ils avaient froid sur le tournage parce que c'était des tissus de merde. C'était des tissus merdiques. Et en fait, alors, avec le noir et blanc, ça passe à peu près, mais c'est... Effectivement, il y a pourtant des jolies créations, mais un truc un peu de pauvreté. Ça dépend aussi, surtout quand on fait de la reconstitution historique. Moi, j'ai une amie qui a été costumière sur le film de José Dayan, Diane de Poitiers. Elle disait on s'arrachait les cheveux parce qu'on était obligés, il n'y avait aucune couleur qui correspondait au tissu qui était disponible à l'époque. Ouais. Et quand ils nous envoyaient les demandes, et puis alors le truc le plus drôle qu'elle a eu, et on va taper un peu sur GG au passage, elle dit un jour on reçoit des mesures à l'atelier pour Gérard Depardieu, et au départ on se dit putain mais c'est un tonneau quoi. Et pareil il fallait l'habiller, et elle s'arrachait les cheveux quand elle a vu le truc. C'est très compliqué. Après j'ai vu les costumes qui ont été faits pour Isabelle Adjani, ils avaient été exposés dans la galerie pas galerie Vivienne, mais à Paris on pouvait les voir. La réalisation, elle était somptueuse, vraiment. Elle parlait surtout des histoires des couleurs. Que c'était... oui, c'est compliqué, mais très souvent, en fait, on ne peut pas reproduire les costumes d'époque. Les techniques n'existent plus, on ne sait plus comment faire. Et en plus, les sources qu'on a, elles sont au mieux parcellaires. C'est-à-dire que les portraits... je suis allé faire l'expo hier sur Charles VII au musée de Cluny, que je vous conseille parce que vraiment il y a une représentation pour le coup de la richesse de Charles VII. C'est le Gus qui est au pouvoir quand il y a Jeanne d'Arc et tout ça. Donc lui il n'est pas très très connu, mais il y a beaucoup de gens connus à ce moment-là. Sur les portraits royaux par exemple, on ne sait pas si les vêtements existent, on ne sait pas si c'est un fantasme de représentation, tout comme le sont les couvertures de magazines aujourd'hui. Mais donc, entre les infos qu'on a, les techniques qu'on a perdues, le temps qu'on n'a pas, le budget, c'est très, très compliqué. Et après, il y a un aspect aussi qui est évoqué notamment par un réalisateur qui s'appelle Christian Jacques, un réalisateur français. J'ai eu l'occasion dernièrement de présenter Lucrèce Borgia, qui est un film... très peu connu de Christian Jacques, et où là, les décors, c'est vraiment... c'est du film Technicolor, coproduction italienne des années 50, décors carton-pâte, costumes hyper rococo, tout ça. Et quand on lui a dit, mais la véracité historique dans vos costumes, il disait, mais oui, mais en fait, quand on fait du film pour le grand public, il faut qu'on leur donne les représentations qui se font de l'époque. Et donc, il y en a qui l'assument et d'autres moins. Après, et c'est ça qui est très intéressant dans toutes les adaptations de Robin des Bois, c'est qu'on a gardé
la représentation du film de Curtis des années 30 avec Errol Flynn, le collant vert d'Errol Flynn, le chapeau à plumeau. Et pour le coup, Marianne aussi a laissé sa trace, puisque ce look avec l'espèce de capuche qui était totalement fin des années 30. Hein. C'était vraiment... Elle aurait pu aller comme ça en soirée. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout... Il y a vaguement une ceinture médiévale, mais honnêtement... Et pourtant, ça marche, puisque c'est repris par Disney presque mot pour mot. Quoi. Ben oui, et c'est pareil. Dans Eratum, je rappelle aussi que... il faut que les choses elles soient séduisantes pour notre œil. Il faut qu'on traduise les sentiments d'autrefois aujourd'hui. Donc ça veut dire que on doit avoir une représentation d'une certaine féminité ou d'une certaine masculinité qui nous évoque quelque chose. Dans la plupart du temps, par exemple, tout ce qui se passe à la cour de Louis XIII, qui a un moment où les hommes portaient du satin rose, du léopard, des rubans, etc. La plupart du temps, ce sont les méchants qui sont habillés comme ça, parce que, je ne vais pas vous faire un truc là-dessus, mais queer coding, etc., les méchants sont toujours plus maniérés, plus fanfrelucheux, etc., que le gentil qui est d'une bonne nature hétérosexuelle et voilà, mais... Avec une robe de bure ou des costumes rustiques. Voilà, donc en gros, on peut pas vraiment... Enfin, on pourrait, moi je déplore qu'on le fasse pas, parce qu'en fait ça nous prive d'un imaginaire qui est extrêmement vaste, en fait, de milliers d'années de costumes, mais on prend nos références à nous de ce qui est séduisant ou repoussant, en tout cas ce qui traduit des caractères qui sont identifiables par le costume. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Why are you looking at me that way? All night long I've had the most terrible impulse to do something. Oh, never resist an impulse, Sabrina, especially if it's terrible. On va parler d'un défi dans la carrière de Edith Head, parce qu'elle, pour l'instant, là, tout roule pour elle, elle a plein d'Oscars, etc. Et elle va arriver dans sa vie un petit personnage tout freluquet qui s'appelle Audrey Hepburn, donc qui est une femme magnifique, hein, qui a une silhouette filiforme, qui a une maigreur de mannequin. Et Head va devoir repenser ses costumes, parce que dans le film Vacances romaines de William Wyler, elle dira de Hepburn, quand elle l'a vue arriver, elle a la taille la plus fine que j'ai vue depuis la guerre de sécession. Vous pourriez y mettre un collier de chien autour de la taille. Il faut dire qu'Audrey Hepburn avait connu les privations de l'occupation. Elle a fait passer. Et en plus, elle était danseuse, et puis elle a fait passer 2-3 messages pour la résistance ado. Et puis elle a gardé cette silhouette presque de d'anorexique. femme malnutrie, et elle était aussi anorexique, la pauvre. Enfin, bon, et surtout qu'on voulait la couvrir, mais elle a toujours voulu assumer ce corps. Et donc, effectivement, il va y avoir une trahison qui va arriver presque pour le film Sabrina de Billy Wilder, c'est qu'il va y avoir l'incursion d'un jeune créateur qui s'appelle Givenchy. Alors, je crois que tu connais bien Givenchy, Julien. Alors, moi, j'ai travaillé chez Givenchy, mais c'était... aujourd'hui, Givenchy, c'est un style très différent de celui qu'on peut voir sur Audrey Hepburn. Hubert de Givenchy, il proposait quelque chose qu'on voit comme du classicisme aujourd'hui, avec des coupes impeccables, quelque chose que Audrey Hepburn porte très très bien. Mais lui, il proposait des blouses, des jupes à mixer entre les items, en fait. La femme pouvait faire son propre stylisme. C'est très nouveau. Normalement, on propose des panoplies complètes. Il faut que tout soit assorti des pieds à la tête. C'est ça, le grand chic des années 50. Lui débarque avec quelque chose d'un peu plus moderne. Et il sera moderne toute sa vie. Hein. Il va proposer des volumes exagérés, des capes, des manteaux. À la fin des années 60 aussi, il y aura une mode un peu orientalisante chez lui, avec des grosses broderies, et ça va annoncer déjà les hippies des années 70, mais en tout cas, il est toujours précurseur, et en effet, comme vous le disiez, il habille le corps d'Audrey Hepburn, qui est un corps qui est étonnant pour les années 50, tout comme est le corps de Bardot pour la fin des années. On ne peut pas se rendre compte aujourd'hui, où tout le monde est célèbre en 10 minutes et où on est abreuvé de dizaines de milliers d'images par jour, ce que c'est que de voir débarquer un corps comme celui d'Audrey Hepburn ou de Brigitte Bardot sur les écrans. En particulier dans Sabrina. Le potin, c'est que Edith Head a remporté l'Oscar pour Sabrina à la place de Givenchy, mais il faut quand même reconnaître à Edith Head que dans Sabrina, Audrey Hepburn est donc la fille du chauffeur d'une grande maison, et elle tombe amoureuse du fils de cette maison. Et donc elle se balade dans le garage de son père avec un pantalon moulant noir, un petit haut noir, et puis des chaussures plates. Et donc elle passe de ça, qui a été effectivement créé par Edith Head, à cette robe absolument somptueuse de Givenchy. Et c'est là que c'est ça qui est drôle, très c'est que 18e siècle, ça annonce la deuxième partie de carrière d'Audrey Hepburn, qui a
déjà pas fait beaucoup de films, mais où là, elle va être absolument magnifiée. Puis c'est une grande robe blanche. Et puis elle est devenue très copine avec Givenchy. C'était une grande amitié. Ensuite, ils ont eu une longue amitié, une longue collaboration. Et puis, il faut rappeler aussi qu'elle a une manière particulière de bouger, Audrey Hepburn. Donc, il y a cette extrême minceur, mais c'est une danseuse. Donc, il y a ça. En fait, elle est aussi. C'est un peu un chat. C'est un chat et c'est un très bon mannequin. En fait, elle a les poses des mannequins des années 50. Le seul sport autorisé pour les femmes, c'était la danse. Donc, en fait, voilà, tout est fait pour créer une imagerie de mode extrêmement forte, nouvelle, fraîche, qui va se diffuser avec ses costumes et elle. Bon, qu'elle va pousser assez loin dans Funny Face, d'ailleurs. Dans Funny Face, qui est un plaisir pour les victoire de sa maîtresse avec une étole et... C'est surtout un plaisir pour les yeux, ouais. Parce que moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Le film est... Alors, c'est un peu une purge. Je le défendrai jusqu'à la mort, Funny Face. Moi, Fred Astaire n'a jamais été plus moche. Et pourtant, il est très moche. Comment elle peut tomber amoureuse de lui, je crois. C'est vrai qu'il n'est pas très crédible. Il n'est pas très à son avantage, mais je salue la présence de Michel Auclair, un comédien français très oublié. Et on l'a entendu dans une autre émission, mais en plus, Audrey Hepburn ne chante pas très bien. Et cette femme dans le film, pardon, mais comment elle s'appelle? Kate Thompson. Incroyable. Et un personnage de femme, pour le coup, indépendant. La fameuse Maggie Prescott qui a... le personnage s'appelle Maggie Prescott et c'est elle qui dit « Think Pink » à ses collaboratrices et qui inspirera le personnage de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada et qui est complètement dingue. Et elle est assujettie à aucun homme dans le film. Enfin, c'est assez fou. Oui, Funny Face de Stanley Donen, qui est un film sur la mode aussi, sur qui Paris. Se passe, à Paris et qui est délirant. Ils font coucou à la Tour Eiffel parce que bien sûr, l'avion survole Paris, passe à côté de la Tour Eiffel avant d'atterrir à Orly. Mais non, moi, quand je le passe à la Filmothèque, je descends voir juste le début. D'ailleurs, dans le genre curiosité, il y a un autre film qui se passe un peu dans le milieu de la mode au début. C'est le remake de Sabrina par Sidney Pollack. Avec Harrison Ford. Et avec Patrick et Valérie Lemercier, qui sont tous les deux stylistes de mode. Ouais. Bon. C'est faut beaucoup d'imagination. Ouais. J'ai jamais vu. Ah mais t'as l'air faut pas choqué. hésiter. En fait, là où c'est pas très crédible, c'est que dans Sabrina, le beau jeune premier, c'est William Holden, et en fait, finalement, elle va tomber amoureuse d'Humphrey Bogart, qui a l'air un peu en fin de vie. Et dans le film, le personnage qui était joué par Humphrey Bogart est joué par Harrison Ford. Et là, on comprend que Sabrina succombe. Humphrey Bogart en fin de vie. Donc effectivement, Edith va se sentir un petit peu trahie par Audrey Hepburn avec Givenchy. Et après, elle va retrouver confiance en la personne de Grace Kelly, qui là va être l'actrice rêvée pour elle. C'est une des actrices avec qui elle a préféré collaborer, Edith, parce qu'effectivement, ça va être un mannequin superbe pour elle, notamment. On peut le voir dans Fenêtre sur cour. Où là, la scène où elle va réveiller, il y a un plan magnifique où elle se penche sur James Stewart qui est endormi, où là, on la voit arriver, elle sort d'un cocktail, elle a une robe à tomber. Mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Ton avis sur Grace Kelly Mon avis sur Grace Kelly, c'est que en fait, à la fois, pour moi, c'est la consécration et déjà le début de la fin pour Edith Head, c'est parce que c'est la vieillesse. En fait, voilà, ça l'ancre dans quelque chose qui est extrêmement figé, peut-être. Figé, voilà. Grace Kelly, bourgeois. Elle est très jolie à regarder. Je me prononcerai pas sur ses talents d'actrice, mais voilà, pour moi, c'est la gloire et la fin déjà. Elle est plus à l'avant-garde comme elle l'avait été dans les années 30. Et il y a d'autres couturières, enfin costumières et d'autres stars qui prennent le dessus en fait sur une avant-garde qui est déjà plus là avec Grace Kelly pour moi. Comme qui, par exemple? À cette époque-là, une femme comme Elizabeth Taylor, par exemple, dans les années 50, il y a quelque chose de plus aigu en fait dans ce qu'elle propose, de plus incarné, et puis même arrive aussi toute une génération d'actrices européennes, notamment des femmes italiennes, Sophia Loren qui va changer pas mal de choses aussi dans la silhouette. Il y a Capucine aussi qui va débarquer, je trouve. Capucine Madame Arthur. Non, Capucine la mannequin. C'était une mannequin française qui a beaucoup joué dans des films des années 60. Qui avait le look un peu Twiggy. Dans La Panthère Rose et tout comme ça, c'est quand même des silhouettes qui varient un peu plus. Et c'est vrai que Grace Kelly, paix à son âme, est quand même une femme assez sage. En fait, c'était une femme de son temps. C'est-à-dire qu'elle correspondait très bien à l'époque, mais on n'est pas dans l'avant-garde, on n'est pas dans la proposition de quelque chose. C'est une cristallisation hollywoodienne parfaite, mais
Elle va quand même lui. Quand Grace Kelly va se marier avec le prince régnier, elle va quand même. Alors, pas faire sa robe de mariée parce que qui est ça, elle n'a pas le droit. un petit bijou qui a été financé par la MGM. Mais en tout cas, elle fera sa robe quand même de lune de miel. Donc, c'est quand même pas mal. C'est sympa. Bah, ouais. Ça a dû swinguer dans la lune de miel. Ça a mal fini après. Ouais. Donc, elle est restée chez Paramount pendant 43 ans avant d'intégrer, on ne sait pourquoi, Universal sur la fin. Parce qu'en fait, son contrat est arrivé à terme et puis Paramount n'était pas au meilleur de sa forme. C'est un contrat de 43 ans. 43 ans, ouais. En tout cas, ça n'a pas été renouvelé. Ils lui ont dit, tu commences à être un peu... Et hop, elle a été chez Universal. Elle a commencé à rejoindre notamment Alfred Hitchcock. Et là, il y a eu effectivement pas mal de films qu'elle a fait avec lui. Et donc, son dernier film, qui est un de mes préférés, donc je le cite. Absolument génial. Les cadavres ne portent pas de costard de Karl Reiner en 1982, avec Steve tous Martin. les grands acteurs des années 40, puisque c'est comme un grand détournement avec de vrais morceaux de films de la Warner dedans. Extrêmement Magnifique. drôle. Et un Steve Martin très bien habillé, Rachel Ward incroyable en jolie femme des années 40. Et une apparition dans une série qui a beaucoup marché dans les années 80. Eh oui. Elle a même rhabillé Columbo. Elle a été dans Columbo, dans une scène assez incroyable, où Columbo arrive chez Edith Head, dans son bureau, et les 8 Oscars qu'elle a remportés sont sur le bureau. Parce que Columbo enquête sur un meurtre pour changer, et il a des soupçons sur Anne Baxter, qui était déjà dans All About Eve, et qui lui présente Edith Head en disant « mais il faut absolument que je vous présente mon amie, elle est formidable ». Et donc, Edith Head a son moment d'acting. Edith qui s'appelle Edith. Elle joue son propre rôle. Elle dit « je vous présente rôle. Edith Head » avec ses 8 Oscars. Et donc, on les voit les... C'est peut-être le highlight de sa carrière, effectivement. Edith is designing a whole new wardrobe for me. Oh, Edith? This is Lieutenant Columbo. How do you do? Edith Head. How do you do? Which of these do you think would be better for the new scene? Yeah, no, I like this one. I'm wedded to it, but I don't like the red. I think this would be a lot better. In other words, use this fabric on I think it'll work just as well. Are you still wearing that tie? Do you know ever since I met you, you've been wearing this stupid thing? Edith, haven't you got a decent tie around here? Of course I have. Donc là, on a quand même évoqué une grande costumière de cinéma américaine. Et est-ce que, Julien, il y a des équivalents en France de costumières ou sinon de costumiers qui ont marqué l'histoire du cinéma? Je pense qu'en France, en tout cas à ma connaissance, il y a personne de l'envergure de Edith Head. Il y a pas mal de gens qui ont eu... on peut parler de Madeleine Fontaine ou de Christian Gasque, par exemple. Et de Pascaline Chavannes, peut-être, qui a été beaucoup nominée, beaucoup récompensée. Voilà. Roselyne de la Mare. Madeleine Fontaine, par exemple, c'est Un long dimanche de fiançailles. Christian Gasque, c'est Ridicule, Les adieux à la reine. Voilà. Alors, beaucoup de films d'époque, parce que en France, on aime le 18e, surtout. On aime les films d'époque. Donc ça, voilà, il y a des costumières importantes, mais de cette renommée-là... Il n'y a pas de patte, peut-être. Non, on est plus sur les designeuses que sur les costumiers. Donc c'est vrai qu'au César en France, on sait très bien que le César ira à un film en costume. Il n'ira jamais à un film contemporain. Cette année, c'est pas le cas. C'était quoi cette année? C'était Le règne animal, mais c'est parce qu'il y avait une création. Mais oui, j'ai perdu à ce point-là. Heureusement, j'ai gagné pour le reste. Ah, mais vous aussi, vous avez fait... Oui, on en d'ailleurs, j'ai parlera. pas été remboursée. Enfin bon. Alors Marcel, vous aviez une autre question pour Julien? Oui, dans Eratum, tu parles beaucoup de films en costume, justement, alors qui ont été anachroniques en bien ou en mal, d'ailleurs. Est-ce que tu peux identifier des tenues emblématiques qui, à ton avis, ont marqué au fer rouge l'histoire du cinéma? Tu parles par exemple de la robe de Kate Winslet dans Titanic. Il y a des apparitions, il y a des scènes, mais inspirée de la robe tonneau de la robe 1910, oui, de cette silhouette-là. Voilà, mais je pense qu'elle n'est pas dissociable de DiCaprio non plus en costume et cheveux gominés. En fait, il y a des choses qui vont ensemble, mais on parlait d'anachronisme bon ou mauvais. Moi, le Dracula de Coppola, dont les costumes sont faits par Eiko Ishioka, qui est une costumière japonaise, qui a fait toute l'imagerie de Shiseido dans les années 60, qui a pas fait tellement de films en tant que costumière, mais les costumes sont à tomber par terre. C'est incroyable. Il y a une imagerie que moi, j'ai vue nulle part ailleurs. Et donc là, on est bien sûr dans l'anachronisme, mais d'ailleurs, moi, c'est pas grave. Moi, je veux voyager quand je regarde un film, en fait. Donc, je veux qu'on me provoque quelque chose. Et elle fait un travail qui est incroyable. C'est une pure création, c'est magnifique. C'est déjà l'armure déjà de Vlad. Non, et puis son costume de ville que tu décris dans le livre avec les petites lunettes, cet esprit à la fois rock, dandy,
1900. Complètement anachronique, effectivement. Oui, mais qui est une vraie création de mode pour le coup. Ouais. Et puis, pour reparler un petit peu de la France, je pense aussi qu'on on a une telle fascination pour notre histoire de la mode qu'on aime aussi collaborer avec les maisons de couture. On voit aujourd'hui que les maisons de couture, des grands groupes, parfois mécènent, financent, accompagnent, ça dépend des termes, mais des films, par exemple, le Lux et Eterna de Gaspard Noé avait été, il me semble, produit par Saint-Laurent. Donc tout le monde est habillé en Saint-Laurent. Puis ponctuellement, il y a d'autres choses. Dans le dernier... Agnès B aussi fait ça parfois. Agnès B, le dernier Priscilla de Coppola aussi, Chanel a recréé la robe de mariée de Priscilla Presley. Et c'était magnifique. Ça accompagne aussi des films. Mais donc, je crois que cette relation-là, elle est plus importante en France qu'ailleurs par notre amour de notre propre histoire. Oui, hein. c'est un peu comme quand Paul Poiret collaborait à des spectacles, Chanel qui trouve pour Quai des Brumes l'imperméable et le béret pour Michel Morgan. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt... Là, dans le des métro, en ce maisons, moment, il y a Dior habille le ballet, je sais plus quoi. Donc, en fait, ce sont des grands noms qui travaillent ensemble. Et justement, on parle de cinéma. Alors, peut-être quels sont pour toi les films qui parlent le mieux de la mode? Est-ce que tu as en tête des grands films? On a pensé récemment à Phantom Thread de Peter Anderson. Est-ce qu'il y a des films comme ça qui t'ont marqué sur la mode et qui en parlent le mieux? En fait, j'allais parler de celui-là parce que, cela dit, un film qui m'a marqué sur le processus de création de mode, mais qui est très romancé aussi sur le statut de l'artiste torturé, mais c'était le Coco Chanel avec Audrey Tautou, où à la fin, on la voit, ça dure pas très très longtemps, mais on la voit travailler, étaler les tissus, regarder, mettre la coupe. Non, il y a une scène aussi que j'adore dans Marie-Antoinette où on vient lui présenter les nouvelles créations, où il y a Léonard aussi, son coiffeur, qui arrive. Alors, c'est sur I Want Candy, cette chanson bien connue, là, je ne sais plus qui l'a fait, mais en fait, je trouve que ça montre très très bien le processus de création de mode au XVIIIe siècle. Dans un film de Benoît Jacquot aussi, pardon de le citer, mais... bipé. En tout cas, bon... Les adieux à la reine, ça? Les adieux à la reine, il y a une scène entre Diane Kruger et Léa Seydoux où elle vient lui présenter ses cahiers de mode. Donc on voit la façon dont elle composait avec les tissus, les tenues à la mode. Et pour le coup, Marie-Antoinette et Rose Bertin ont été vectrices de mode énormément. Donc ce sont trois passages où on voit la création de mode. Je trouve ça beaucoup plus parlant que les films qui veulent... J'en citerai aucun, mais pour moi, c'est toujours raté quand il y a des films qui se passent dans des magazines de mode ou des maisons de mode. C'est toujours un fantasme Alors moi, de représentation. je me permets quand même de citer, c'est mon côté pro, cinéma français des années 30-40, et Dieu sait que dans ce film, je trouve qu'elle n'a malheureusement pas un rôle assez important, mais je suis obligée de parler de Falbala de Jacques Becker pour rendre hommage à Micheline Prel qui vient de nous quitter et qui était la dernière grande star du cinéma français de cette période-là. Et Jean-Paul Gaultier le dit. D'ailleurs, c'est le film qu'il avait choisi quand il a fait son exposition à la Cinémathèque il y a 2 ans. Et il disait que lui, il a eu envie de faire de la mode à cause de ça. Et aussi qu'il a, suite à ce film, remis dans ses premiers défilés une femme pour annoncer les robes, ce qui ne se faisait plus et qui était considéré comme ringard et qu'on voit très bien. Et d'ailleurs, dans Falbala, la créatrice qui est associée au grand créateur de Falbala, c'est Gabrielle Dorzia, qui était une actrice qui pouvait se déterminer par son autorité incroyable et vraiment... assez représentative de ce qu'il pouvait y avoir dans ces maisons de couture. Oui, tout à fait. Et on peut voir le film malgré la présence de Raymond Rouleau, que je sais, Marcel, tu adores. Mais j'ai toujours l'impression qu'on est dans ce fantasme des maisons des années 40 ou 50 où il y aurait un ou une créatrice toute puissante et puis des décisions de passion comme ça à la va-vite et tout le monde qui suit. Aujourd'hui, il y a ces personnalités de designers qui sont importantes, mais les décisions, elles sont tellement... elles suivent tellement des données économiques, etc., que, d'ailleurs, on le voit, enfin, moi, j'ai fait les défilés de cette dernière Fashion Week, la place à la créativité, elle est très petite, en fait. Ça suit tellement des logiques économiques que les maisons de couture, c'est pour ça que je dis souvent c'est raté quand moi j'envoie des fictions, il n'y a pas tellement de... Il y a la créativité, je ne dis pas ça, mais... c'est tellement une chaîne organisée, hiérarchisée, que c'est beaucoup moins fun en tout cas que ce qu'on me présente dans les films. J'aimerais que ce soit toujours comme ça, mais c'est mais pas mon expérience. Mais tu penses que ça a toujours été le cas, ou c'est vraiment on a gardé l'idée de Christian Dior, c'était ça, et donc du coup avec en tête Dior, Chanel des grandes années. Je pense que ça fait plaisir d'avoir ce fantasme-là, et puis ça correspond à une certaine image de l'artiste aussi qui prend des décisions.
Moi, je dirais que depuis ces 20 dernières années, en fait, depuis l'introduction des grands groupes dans les maisons, et ça se voit de plus en plus. Moi, je ne sais pas quelle est l'issue de ça, hein, mais... C'est vrai que c'est plus marketé quand on voit que Gucci ou Kenzo, ils font des lunettes de soleil à 500 balles où il y a juste le logo et on se dit mais avant c'était censé donner du rêve ou être pratique et maintenant c'est juste... Moi, je trouve qu'il se passe beaucoup plus... je m'intéresse beaucoup aussi à la question de la beauté, c'est-à-dire du cheveu et du make-up, parce que je trouve que c'est beaucoup plus vecteur d'innovation aujourd'hui que le vêtement, en fait. Et par exemple, des séries comme Euphoria, le stylisme, il est important, bien sûr, mais le cheveu, la façon de se représenter aussi, la fluidité des genres aussi là-dedans, moi, je trouve que ça a beaucoup plus de modernité que la mode. Et puis, ça peut moins être marketé, du coup. Que... Et puis, où est-ce que nous amènera Emily in Paris ? On ne sait pas. Peut-être pas vers plus de mode. Moi, je n'en peux. Mais il y a une série, en tout cas, qui sort avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Ben Mendelsohn, comme tous les Australiens, il est très bon acteur, et il joue Christian Dior dans une série que on ne sait pas ce que ça vaut, mais bon. Pas folle, mais bon. Peut-être que c'est le moment du jeu, Marcel. C'est peut-être le moment du jeu, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu émoussé. Oui, donc un petit quiz. Un petit quiz, alors c'est de la rapidité. Okay. D'aucuns s'en sortent bien côté rapidité. L'aiguillon de la souffrance. J'ai les jetons. Alors, je commence. Quelle est l'actrice américaine qui a porté du Schiaparelli et inspiré un objet à la créatrice italienne ? Mae West. Alors, oui, bon. Si, c'est ça. Il y avait un choix. Ça dit rapidité. On peut le refaire si tu veux. Non, cette victoire t'est accordée largement. Alors, donc c'est Mae West pour le flacon de parfum Shocking. Elle a inventé le rose Shocking, qui est un rose fuchsia absolument magnifique. Et ce flacon de parfum qui reprend les formes, en fait, un peu appuyées de Mae West. Et est-ce que tu peux parler un peu peut-être de Mae West ? Mae West, elle est fascinante parce que donc elle a inspiré beaucoup Schiaparelli et puis inversement aussi. Hein, mais on peut parler de Salvador Dali aussi. Absolument, du incroyable. Canapé bouche de Mae West. C'est un peu curieux parce que pour nous, elle n'est pas très très jolie, Mae West, ou elle n'est pas très très séduisante. C'est quelque chose de très fabriqué chez elle. Elle n'est pas forcément très élégante. Elle a un côté un peu vulgose mais c'est ça qui est génial. C'est que ce qui est intéressant, c'est de la voir à l'écran. Vraiment, il faut qu'elle bouge parce que ces images, on comprend pas très très bien, je trouve aujourd'hui, voir ce que ça peut produire. Et c'est le rapport à l'anachronisme aussi, hein, se mettre dans l'état d'esprit de l'époque. Mais en effet, elle était terriblement sexy pour l'époque parce qu'elle était transgressive, voilà. Donc, le simple fait de parler de sexe, puis ensuite elle n'avait pas le droit, code Hayes, machin, donc le simple fait de. C'était suffisamment suggestif pour qu'en fait, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle montre, tout ce qu'elle montre pas, parce qu'elle n'a jamais été nue, mais toutes les transparences, tous les strass. Oui, ces costumes. Presque nus. Presque nus, ouais. Alors, deuxième question, vous pouvez vous refaire. Donc, c'est une question à choix multiple ou... Alors, il faut. Attendez si que je vous propose. Oui, mais d'accord. bon. Dans The Mask, de quelle mode s'inspire le costume jaune ? Splendide. Mais je l'ai. Attendez. 1, des Zazu. 2, des Zooters. 3, des Pachuco. Allez-y. Pour moi, c'est du Cap Calloway Zooters. Mais... Oui, c'est ça, les Zooters. Alors, c'est Pachuco. C'est Pachuco, oui. Pachuco qui sont les Zooters portoricains. Mais là, c'était un piège, évidemment. On a pensé à Cap Calloway. Je suis pas tombé. Évidemment. Et alors, petit mot peut-être sur les Zooters et peut-être un peu moins sur les Pachucos. Les Zooters, dites-moi si je me trompe, mais ce sont les costumes des gangsters de ces années-là. Enfin, le costume du Harlem de Renaissance. Avec des épaules très très larges, qui est souvent à rayures. Très coloré, avec des éléments très larges, oversize, comme ce pantalon très large que portait Cap Calloway, grand maître du dandisme très chic. Mais qui est pas, en fait, finalement, qui est pas loin de l'imagerie du rap, dans ce sens-là, d'exagération et d'opulence vestimentaire pour l'homme, qui est en fait, dans le costume occidental, assez rare. Oui, et en fait, c'était dans un esprit de dérision, parce qu'on empêchait la communauté noire et latino de s'habiller avec ostentation, et justement c'était leur manière de le faire avec énormément d'humour et une certaine agressivité. Voilà, j'adore. Qui a habillé les Incorruptibles ? Attendez. Les Incorruptibles, non ? Les Incorruptibles de Brian De Palma. Armani, Gucci, Helmut Lang ou Ralph Lauren ? Armani. Par élimination, je crois que je dirais Armani. C'est ça ? C'était Armani. Oh là là. C'était Armani. Magnifique. Alors, évidemment, Bob De Niro va trop loin, comme d'habitude. Ouais. Il a demandé un cacheton d'1 million. Ils ont dû virer Bob Hoskins qui avait été pris pour
pour être Al Capone, mais du coup, il en a fait des caisses, à tel point qu'il a demandé à ce qu'on lui achète les sous-vêtements du même tailleur que faisait Al Capone, etc. Donc, en fait, personne ne le voit, mais il porte des calbars en soie. Parce que ça se sent à l'écran. Par exemple, Mad Men, c'est aussi bien réussi parce que les sous-vêtements sont exacts. Ce que tu disais tout à l'heure, les sous-vêtements sont importants. Ça se sent. De toute façon, moi, dans la vie, je choisis des sous-vêtements qui correspondent à ma journée, par exemple. Si vous voulez des informations intéressantes, il y a des ventes de caleçons de Maurice Chevalier. S'il y en a qui veulent se mettre dans la peau. Est-ce qu'ils sont sales Pardon. Ils sont neufs. Alors, quel costume parmi ces propositions est signé par Chanel ? La robe de shopping blanc crème de Julia Roberts dans Pretty Woman, l'ensemble blanc crème de Sharon Stone dans Basic Instinct, l'imperméable de Michel Morgan dans Quai des Brumes. C'est Michel Morgan. Excellent. Pour ce film qui était censé être tourné à Paris et qui a été délocalisé au Havre parce que c'était en zone non occupée et qu'on était au tout début de la guerre, on voulait une tenue extrêmement sophistiquée, sauf que Chanel a dit « je vois pas le point là, on est au bord de l'eau, il flotte tout le temps, un imperméable transparent et un béret ». Ça fera bien la rue Michel, comme on dit. Et ça a fait la rue Michel parce que cet imperméable est très classe et met en valeur une Michel Morgan qui est peut-être très belle mais pas très expressive. On peut pas dire que ce soit une actrice. Vous avez toujours eu une dent contre Michel Morgan. Non, j'ai rien contre elle, mais elle nous a jamais fait marrer, franchement. Non, c'est pas vrai. Je l'ai vu rire une fois dans Le Chat avec Serge Reggiani où ils font semblant de trouver un clou dans leur gâteau au restaurant et puis là elle rigole et c'était en 75. Et pourtant elle était mariée à Gérard Houry, j'imagine. Peu importe. Quel film... Attendez, parce que là, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour les propositions. Quel film a inspiré Jean-Paul Gaultier ? Est-ce que c'est Faribole, Colifichet, Fanfreluche ou Falbala ? Elle était jolie. Je comprends, vous avez bossé Marcel aussi, je comprends. C'est pour ça que vous voulez le faire, d'accord. Donc Falbala, donc. Et donc Falbala. Et quelle actrice n'a pas été habillée par Gaultier ? Est-ce que c'est Rossi de Palma, Mila Jovovich, Lady Gaga, Victoria Abril ou Josiane Balasco? Lady Gaga. Absolument. Ah oui, d'accord. Balasco, c'était un piège, Balasco. Un film génial qui s'appelle Arlette, je crois. Ouais, exactement. C'est vrai, avec Bigard. Elle a une robe avec des mains sur les seins et sur les fesses. C'est bonne idée. D'ailleurs, Josiane Balasco, trésor du cinéma national. On parle toujours de Catherine Deneuve, mais pardon, Josiane Balasco. Bien sûr. Et avec cette robe incroyable. Qui prend les seins. Je sais pas on vient de le dire. Ouais, c'est ça. J'ai revu un film là, qui s'appelle Les Keufs, je crois, avec Balasco, 83, où elle a des cheveux orange carotte. Elle joue une flic infiltrée en prostituée, machin. Elle rentre dans le commissariat, elle dit alors ça va les couilles. Enfin, elle est géniale. Elle est géniale dans Les Keufs. Un peu plus subversive que notre catoche nationale, et que j'aime de tout mon cœur. C'est la fin des bobines. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Julien Magalhaes. Alors on rappelle que ton livre, Eratom, pour en découdre avec les anachronismes à l'écran, a été publié en 2022. Il est toujours disponible, je suppose. Il est toujours disponible. Faut se dépêcher, je crois qu'il ne reste plus beaucoup. Ah, très bien. Mais il sera peut-être réimprimé. Mais oui, en poche. Ou peut-être une suite. J'espère. Ou peut-être Alors, une suite. je prépare une suite qui n'est pas exactement sur le même thème, mais qui parlera toujours des costumes de fiction, parce que c'est mon dada. De fiction, super. C'est-à-dire aussi des séries. Des séries, des films. Oui, qu'est-ce qu'on raconte avec le costume de fiction? Qu'est-ce qu'on nous vend comme image? Et du maquillage? Bien sûr, moi ça va. Bien sûr. Eh bien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez cette émission, bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram. Et je vois Julien qui me regarde. Il y a bien bobine.podcast. Il ne faut pas se tromper, c'est très important. Et bien sûr, maintenant, comme vous le savez, nous sommes sur toutes les plateformes, Apple Music, Spotify, Deezer. Et pour si les vous moins êtes dégourdis, on est aussi sur YouTube. Merci à tous. Allez, ciao. Merci, salut.